Et Patrick Foucault, lui, est à Swift Current, au rassemblement politique de M. Wall. Bonsoir à vous deux. Je commence avec vous, Patrick. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, M. Wall? Je pense qu'il a voté aujourd'hui, n'est-ce pas? Ben, c'est ça. Brad Wall, première chose ce matin, il s'est rendu tout sourire au bureau de vote accompagné de sa femme, Tammy. Les deux sont arrivés vers 11 heures là, dans une école de Swift Current, à l'école Fairview. Les deux sont arrivés, ils étaient entourés d'une horde de journalistes. Brad Wall qui a dit, qui n'était pas nerveux, hein, qui a dit à la blague, là, « Ah, ça fait bizarre de voir autant de yeux, autant de caméras arriver sur moi pendant que je vote. » Et donc, Brad Wall, une fois qu'il a voté, s'est rendu à l'extérieur de l'école pour s'adresser aux journalistes. Il s'est dit confiant. Il s'est dit être en mode relax. Et lorsqu'il a été demandé à quoi il s'attendait pour les résultats de ce soir, bien, Brad Wall a dit qu'il aimerait bien sûr voir tous ses candidats être élus ou être réélus. Par contre, il affirme qu'il est important d'avoir une bonne opposition là, à l'Assemblée législative. Donc, Brad Wall, qui a passé une bonne partie de la journée, là, du moins chez lui, accompagné de membres de la communauté qui l'ont aidé tout au long de sa campagne, et là, est en train de regarder la soirée électorale de chez lui, accompagné de sa femme et de d'autres invités. Et plus tard ce soir, il viendra ici au pavillon Palliser rencontrer ses partisans et livrer son traditionnel discours une fois que les résultats seront révélés. Donc, Brad Wall, qui est un homme très populaire à Swift Current, quand on rencontre des gens dans la rue, beaucoup disent connaître personnellement Brad Wall et certains ont dit avoir grandi avec lui, avoir été à l'école avec lui. Donc, un homme très populaire et ça va se sentir ici déjà. Les portes sont ouvertes depuis 3/4 d'heure environ et déjà, il y a un bon nombre de personnes, vous pouvez le voir derrière moi, au pavillon Palliser. Donc, c'est un homme très populaire et on surveille ça pour vous ce soir. Je serai là toute la soirée pour vous tenir au courant. En Saskatchewan, des erreurs du passé viennent hanter certains candidats à l'élection provinciale. Ils sont 5 en tout à avoir déjà été reconnus coupables de conduite avec les facultés affaiblies, dont 2 récidivistes, des accusations qui remontent à une quinzaine d'années, parfois plus. Ce qui soulève la question, à quel point les partis doivent-ils fouiller le passé de leurs recrues? Patrick Foucault. Les promesses de campagne électorale du premier ministre sortant de la Saskatchewan, Brad Wall, ont été éclipsées le temps de quelques jours. C'est que le chef du parti saskatchewanais a dû répondre à des questions concernant 3 de ses candidats, reconnus coupables entre 1979 et 2001 de conduite avec les facultés affaiblies. L'un est ministre sortant, les 2 autres sont bien connus du milieu de la politique municipale. Brad Wall a défendu ces 3 candidats, même si son parti a adopté en 2014 une loi qui prévoyait des sanctions plus sévères contre la conduite en état d'ébriété. Brad Wall croit que les gens peuvent changer. We make a decision on a case-by-case basis about what the person's done to turn things around, how they've contributed since. Le Parti saskatchewanais n'est pas le seul aux prises avec des candidats qui ont déjà dans le passé été reconnus coupables de conduite avec les facultés affaiblies. Le NPD en compte 2, l'un pour qui les accusations remontent à 1990 et l'autre il y a un peu plus de 5 ans. Une porte-parole du NPD nous mentionne que ces 2 candidats regrettent leur geste. Alors autant le Parti saskatchewanais que le NPD condamnent la conduite avec les facultés affaiblies, mais une question se pose. Jusqu'où faut-il fouiller le passé des candidats? Est-ce que les partis auraient dû éviter de les choisir? Si le principe de la réhabilitation subsiste, s'il est appliqué, on ne peut pas vraiment s'opposer en principe parce que des gens qui ont déjà commis des actes criminels se présentent dans l'arène politique. D'autres candidats n'ont cependant pas connu le même sort. 4 néo-démocrates ont dû se retirer de la course en raison de commentaires douteux et sexistes qu'ils ont publiés sur les médias sociaux il y a quelques années. Si ce n'est pas déjà fait, plusieurs Saskatchewanais se présenteront aux urnes d'ici lundi. Dans le cadre du vote par anticipation, Élections Saskatchewan permet aux électeurs d'aller voter à l'endroit de leur choix dans leur circonscription. Sur la carte d'électeur, une liste de bureaux de vote y est inscrite, suggérant jusqu'à 7 endroits dans certaines circonscriptions. Pour éviter la fraude électorale, Élections Saskatchewan s'assure que chaque nom est biffé une fois le vote déposé et que l'identité de l'électeur est inscrite dans le registre du scrutin. Mais le registre n'est vérifié qu'à la fin de la journée par l'organisme qui met à jour la liste électorale pour le lendemain. Des Saskatchewanais craignent qu'une personne mal intentionnée vote dans plus d'un bureau à l'intérieur de sa circonscription dans la même journée. Ça donne pas vraiment un résultat juste, si c'est ça le cas. Il y en a qui pourraient s'essayer, et puis ça va peut-être fausser les résultats. J'espère que ça se fera pas, là, mais c'est quand même inquiétant.
Élections Saskatchewan précise que la fraude électorale est illégale. Toutefois, si l'organisation affirme que de tels agissements chez les électeurs n'ont jamais été signalés, elle ne dit pas que c'est impossible. You're talking about a rare instance that we really have no past examples to go from. Nous n'avons pas d'exemples du passé sur lesquels nous baser, mais si de tels incidents étaient rapportés, il y aurait enquête, dit-il. Lors des élections fédérales de 2015, Radio-Canada rapportait qu'un électeur pouvait se présenter à un bureau de scrutin pour voter par anticipation, pour ensuite aller le faire au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription, ce qui permettait théoriquement à l'électeur de voter 2 fois. Élections Canada se défendait en disant que lorsqu'un électeur votait, l'enveloppe contenant son vote était identifiée. Lorsque les 2 listes électorales étaient comparées, l'organisme pouvait alors identifier une personne qui votait 2 fois et retirer le vote déposé en double. Toutefois, Élections Saskatchewan affirme ne pas procéder de cette manière. Ici Patrick Foucault, Radio-Canada, Regina. Ce que ce père de famille croyait être un coup de tonnerre était finalement bien pire. Alors qu'il travaillait dans son bureau, un vacarme attire son attention. Cette semi-remorque transportant une grande quantité de pétrole brut entre en collision avec son garage, manquant sa maison de peu. Tout commence peu avant minuit 30. Un véhicule utilitaire sport roulant sur le chemin Ring Road, tout juste en arrière de la maison, entre en collision avec une voiture laissée sur le bord de la route, alors que les phares de celle-ci étaient éteints. Avant que le pilote du VUS ne prenne la fuite, le conducteur de la semi-remorque, qui passait par là, tente alors d'éviter les 2 véhicules, mais perd le contrôle et termine sa course dans le garage. Quand j'ai appris que la semi-remorque transportait du pétrole brut, j'étais très inquiet, avoue le père. Heureusement, le pire a été évité. Les enfants qui dormaient et les parents qui vaquaient à leurs occupations s'en tirent sains et saufs. Le conducteur de la semi-remorque s'en tire quant à lui avec des blessures mineures, mais se considère chanceux d'être en vie. Sans dire que ce secteur de Ring Road est plus dangereux que d'autres, il aimerait tout de même qu'il soit mieux éclairé. Ce n'est pas la première fois qu'un accident survient sur Ring Road près d'un secteur résidentiel. En septembre dernier, une adolescente de 17 ans y perdait la vie dans une collision. Quelques mois auparavant, une autre collision sur Ring Road causait la mort d'un père de famille de 49 ans et faisait 5 blessés. Cette voisine avoue qu'elle a déjà craint qu'une voiture roulant sur Ring Road puisse heurter sa maison, mais jamais une semi-remorque. Avant cette nuit, je n'avais jamais imaginé qu'une telle situation pouvait arriver, dit-il. La police de Regina n'a pas voulu nous accorder d'entrevue à la caméra. Toutefois, dans un courriel, une porte-parole nous indique qu'il est encore trop tôt pour déterminer les causes exactes de l'accident. De plus, elle rappelle que la sécurité routière demeure toujours une priorité pour la police. Ici Patrick Foucault, Radio-Canada, Regina. De l'aveu de la présidente du comité, les 6 derniers mois au sein du COC n'étaient pas de tout repos. Pour Tricia Smith, les discussions à Regina cette semaine auront permis de donner une nouvelle orientation du mouvement olympique au Canada. Et des changements importants et permanents pour améliorer la sécurité chez les membres du COC, dit-elle. Parmi ces mesures, une formation sur le harcèlement et l'intimidation obligatoire pour tous les membres du conseil d'administration, les employés et les membres de l'équipe de mission. Eric Miles, directeur exécutif des sports au Comité olympique canadien. Toute l'approche aussi du programme de dénonciateur, de whistleblower qui s'implante, ça c'est très important pour l'ensemble de la communauté sportive, puis également dans l'organisation. Que les gens ne soient pas pris seuls ou que ça devienne difficile de dénoncer ces choses-là. De plus, le COC instaure une ligne téléphonique pour permettre de dénoncer anonymement des situations répréhensibles. Le comité envisage également la création d'un poste d'ombudsman pour la communauté sportive. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons protéger l'avenir. Un avenir, ajoute Tricia Smith, qui passe notamment par la création de 5 nouveaux postes au sein du conseil d'administration. 2 Québécois en font partie, l'ex-olympienne Guylaine Bernier et l'astronaute Julie Payette. Ici Patrick Foucault, Radio-Canada, Regina.
Once they shared it, like it just kind of blew up. En lançant sa pétition en ligne le 17 décembre dernier, Luca Kreutzner ne s'attendait pas à obtenir plusieurs centaines de signatures. L'adolescent de 17 ans l'a créé dans le but de faire pression sur le gouvernement de la Saskatchewan afin de faire amender la loi qui interdit à toute personne de changer officiellement de sexe sans avoir de chirurgie. Other provinces and even some states in the US. Je crois que la Saskatchewan a du travail à faire pour rattraper d'autres provinces comme l'Alberta, le Manitoba et la Colombie-Britannique où il est possible de changer de sexe sans la chirurgie, dit-il. Luca, né une fille, dit qu'il n'est pas dans le bon corps depuis environ 1 an et demi. Si l'annoncer à sa famille s'est bien déroulé, l'officialiser aux yeux de l'État était pour lui une étape frustrante. She said then you have to put your birth gender. Luca voulait légalement devenir un homme sur ses cartes d'identité. En allant remplir les formulaires officiels, on lui aurait demandé s'il avait obtenu une chirurgie. Comme sa réponse était non, on lui aurait dit qu'il était alors impossible pour lui de changer de sexe. It's also between $7,000 to $30,000 just for a surgery. Ma famille et moi n'avons pas les moyens de nous permettre une chirurgie de plusieurs milliers de dollars, dit-il. Dans un courriel, une porte-parole du gouvernement indique que s'il est remis au pouvoir, il proposera des amendements pour retirer l'obligation d'obtenir une chirurgie pour changer de sexe. Toutefois, contrairement à des provinces comme l'Alberta, ces changements ne s'appliqueraient pas aux personnes d'âge mineur. Ici Patrick Foucault, Radio-Canada, Regina. On va en parler avec Patrick Foucault qui est en studio avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour Doris, bon vendredi. Merci. Patrick, qu'est-ce qui explique que le coût de l'électricité augmente de cette façon? Tout d'abord, il faut savoir qu'avant ce rapport-là, le prix du captage de carbone n'était pas aussi clair qu'il l'est maintenant. Alors maintenant, c'est plus évident avec le rapport. Quand on épluche ce rapport-là qui porte sur les impacts économiques et les coûts associés à l'objectif d'Ottawa de réduire les gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030 par rapport à 2005, voici ce qu'on comprend. Le projet 3 de l'usine Boundary Dam à Estevan se sert du charbon, une source très polluante, pour produire de l'électricité au coût de 60 $ par mégawattheure. C'est le prix général pour l'électricité dans Saskatchewan. Mais à l'usine, on utilise la technologie donc de captage de carbone pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. Alors, pour se servir de la technologie de captage, il en coûte un autre 60 $ par mégawattheure. Donc, au bout du compte, si on fait le calcul, ça en coûte 120 $, soit 2 fois plus que le 60 $ que coûte normalement un mégawattheure. Ce chiffre n'est pas clairement indiqué dans le rapport. Donc, le président de SaskWind, James Glennie, reproche au directeur parlementaire du budget qui a écrit le rapport de ne pas mettre en évidence ce résultat. M. Glennie croit que le rapport aurait dû parler davantage de l'énergie éolienne qui, selon lui, coûterait moins cher que la technologie de captage de carbone. Alors, comment tout ça, Patrick, va affecter le consommateur? Il ne faut pas tout de suite s'alarmer, Doris. Ça ne veut pas dire qu'on va voir notre facture d'électricité, elle, doubler. Hein? C'est pas ça que ça veut dire. Ce qui explique Sask Power, c'est que même si la technologie de captage de carbone fait doubler le prix de l'électricité, on ne parle que de l'électricité provenant de l'usine de captage de carbone à Estevan, donc seulement à ce secteur-là. Il faut savoir que l'électricité produite là-bas ne représente finalement que 2,5 % de toute l'énergie, toute l'électricité qui est produite en Saskatchewan. Et que pense le gouvernement de ces chiffres-là? Le ministre responsable de Sask Power, Bill Boyd, est resté quand même prudent. Il dit qu'il veut prendre le temps de bien lire le rapport avant de se prononcer, mais le ministre dit que peu importe l'initiative visant à atténuer les conséquences sur l'environnement, les initiatives, ça va coûter cher et ça va coûter donc beaucoup de l'argent. C'est ce qu'il dit, lui, finalement. Patrick Foucault, merci beaucoup d'avoir épluché le rapport pour nous. Merci. Je vous en prie, au revoir. Passez une excellente fin de semaine. Vous aussi. Bonjour, ici Patrick Foucault à Regina. Il est 16 h. Voici vos informations. Tout d'abord, l'Université de Sudbury, en Ontario, affirme que Sophie Bouffard sera sa nouvelle rectrice. L'actuelle directrice de la Cité universitaire francophone de l'Université de Regina devrait entrer en poste en septembre. Marie-Christine Bouillon. Dans une note interne, ici Marie-Christine Bouillon, Radio-Canada, Regina. Maintenant, nouvelle de dernière heure, le gouvernement saskatchewanais indique qu'une quantité indéterminée de pétrole provenant d'un pipeline s'est déversée dans la rivière Saskatchewan-Nord. Dans un courriel, la province précise que la brèche provient d'un pipeline de Husky Energy en amont de Maidstone. L'entreprise a envoyé une équipe d'urgence sur place et des bermes sont utilisées pour contenir la fuite près de la brèche. Une autre berme est en voie d'être installée en aval près de Paignton. Husky Energy dit qu'elle a fermé la circulation du pipeline et qu'elle travaille en collaboration avec les municipalités avoisinantes.
Un jeune délinquant en détention au centre pour jeunes de North Battleford s'est échappé peu après midi alors qu'il était en congé accompagné. La GRC a été avisée de l'évasion immédiatement. La province indique que le jeune est considéré comme étant dangereux et qu'il est fortement déconseillé de l'approcher. L'identité et l'âge également du détenu n'ont pas été dévoilés. La Saskatchewan accueille 50 étudiants de 2e et 3e cycle dans le cadre d'un programme d'été sur la technologie de captage et de stockage de carbone. Les étudiants provenant de 17 pays participent à des présentations et à des groupes de discussion animés par des experts de renommée mondiale dans le domaine. Selon Mike Monet, le fait que les étudiants viennent en Saskatchewan plutôt qu'ailleurs est significatif puisqu'il s'agit d'un indicateur d'un bon programme, même le meilleur, mentionne-t-il. De son côté, Anna Rose, une étudiante de l'Arizona, explique qu'elle est en Saskatchewan pour sa future carrière. Dans ma carrière, qui travaille pour le même but. La cinquantaine de jeunes sera présente à Saskatchewan jusqu'au 22 juillet. Le ministère fédéral des services publics tente de calmer les inquiétudes des fonctionnaires à la suite des révélations faites par le réseau anglais de Radio-Canada. CBC dévoilait que 70 000 fonctionnaires ont eu accès à des données confidentielles et personnelles sur des dizaines de milliers de leurs collègues à cause de failles dans le nouveau système de paie Phoenix. Laurie Trudel. Dans cette lettre envoyée aux fonctionnaires, ici Laurie Trudel, Radio-Canada, Ottawa. En terminant, Air Transat a suspendu les 2 pilotes qui ont été arrêtés en début de semaine en Écosse. Les 2 Canadiens sont soupçonnés d'avoir été en état d'ébriété au moment où ils allaient prendre les commandes d'un avion. Le transporteur précise que cette sanction sera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'enquête interne sur cette affaire. Les 2 pilotes accusés en vertu de la loi sur les transports au Royaume-Uni devraient revenir en cours prochainement. Voilà, c'est ce qui résume vos informations. En terminant à la météo, il fait 28 degrés à Regina. Du côté de Prince-Albert, il fait 24 degrés. Et là-bas, justement, à Prince-Albert, il y a une veille d'orage violent diffusée par Environnement Canada. Ici, Radio-Canada, première.